La médecin Michelle Hood, on la connaît sous le pseudonyme de la MD colorée sur les réseaux sociaux. Bonjour, moi c'est Dr Hood. Elle parle notamment de santé sexuelle et de santé mentale à près de 200 000 abonnés sur TikTok. Vous avez des boutons au niveau de la vulve. Même si elle a choisi la médecine, il y a une partie d'elle qui a toujours espéré faire sa place dans le paysage médiatique. Faut dire que c'est une enfant des coulisses de la télé. Son père, c'est Pierre Hood, le descripteur des matchs du Canadien et de la F1 à RDS. Jusqu'à l'âge où ça me tentait plus de me lever à 4 heures du matin, je suis allée à la F1 avec lui. Michelle vient tout juste de terminer sa résidence en médecine. J'ai eu mon numéro de pratique avant-hier. Wow! Elle a un fort désir de justice sociale et c'est ça qui l'a amenée à travailler en santé publique. Moi, je voulais trouver la manière d'avoir un plus grand impact sur le plus de personnes possible et surtout les personnes qui n'ont pas de voix nécessairement. Comme elle œuvre aussi dans une clinique de santé sexuelle, elle accompagne notamment des patients qui sont atteints du VIH. On a discuté de ce que c'est d'avoir le VIH en 2024. J'ai souvent des patients en clinique qui me disent qu'ils ont peur de dater là, parce qu'ils ont peur du jugement. Avec elle, j'ai aussi parlé de sexisme médical. Les douleurs de la femme ont longtemps été et sont encore parfois... Ignoré. Oui, ignorées, sous-estimées. Des conseils santé qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Faut boire 5 litres d'eau par jour. Ça, c'est pas vrai, là. Ça, c'est un mythe. Et de la place du privé en santé. La littérature a montré que quand on essaie d'avoir 2 vitesses en santé, ça enlève au public. Voici mon entretien avec Michelle Hood. Bon, je sais que je viens de vous présenter l'invité de long en large, mais au moment où on se parle, j'ai aucune idée de qui il s'agit. C'est ça le concept du balado de rad. J'apprends en même temps que vous l'identité de la personne qui, présentement, se trouve de l'autre côté du rideau. Et ensemble, on chemine dans la découverte de son univers. Je m'appelle Olivier Bourmas. Bienvenue au balado de rad. Allô? Hey, bonjour! C'est ton bien stressant, cette affaire-là. Ça va bien? Ça va bien, toi, Olivier? Oui, ça va bien, merci. Alors, Michelle, la médecin colorée. C'est ça, bravo. C'est ça? J'avais La peur que tu me MD connaisses. colorée, est-ce que exactement. c'est ça? Ouais. Sur TikTok. Donc, c'est la première fois au balado de rad où on reçoit quelqu'un qui est dans la même famille qu'un de nos invités précédents. Ben oui. Parce qu'on a reçu ton père. Vous l'avez reçu lui avant moi, ça, je sais pas trop ce que j'en pense, là, mais non. Es-tu fâché de ça? Non, vous avez bien fait. Es-tu vous avez bien fait. offusqué? Non. Tu sais que c'est pas à moi qu'il faut se plaindre. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça l'avantage. Ouais. Fait que Je regarde tu peux y autour, aller. là, mais... Pour vrai, tu peux y aller, tu peux être fâché. À côté, il n'y a pas de problème. En fait, je pense que vous m'aviez invité avant, mais je n'étais pas disponible. Donc là, vous avez invité mon père. OK, fait que t'as été invité C'est ça. avant Non. ton père. Est-ce qu'il y a une rivalité? Là, dans Non, pas du tout. Sauf que je trouve ça franchement drôle parce que mon père, qui est le descripteur des Canadiens... Et voilà, Pierre et Hood. de la Formule 1, c'est Voilà. ça. Dans le fond, j'ai grandi dans l'environnement des médias toute mon enfance. Puis je pensais pas... En fait, peut-être j'espérais, mais je pensais pas moi-même tomber dans cet univers-là. Donc, c'est vraiment drôle de voir... Mon père a toujours été reconnu dans la rue, des fois, puis invité dans des émissions, tout ça. Donc là, que je partage ça avec lui, c'est vraiment drôle. Je vais commencer rapidement Oui. en présentant ou en disant les quelques choses que je connais de toi. Tu peux Vas-y. compléter, bonifier. Donc, t'es une influenceuse, non? Mais en partie, oui, On assurément. pourrait dire ça, oui. Donc, t'es sur TikTok. La MD colorée, est-ce que tu parles de trucs de santé? Est-ce que tu parles de... C'est quoi le rayon des sujets que tu couvres? Oui, c'est principalement La santé. des sujets de santé. Santé sexuelle, c'est la principale partie de ma page, ou en tout cas, c'est là où je pense que j'ai le plus d'attention. Je sens qu'il y a vraiment une nécessité d'en parler. Parce Ça que fonctionne, hein, ça? Ça fonctionne, oui. Quoique l'algorithme est toujours difficile à comprendre, il y a des moments où plus personne voit mon contenu, des moments où plein de personnes voient mon contenu. Mais souvent, quand je parle de santé sexuelle, surtout de la femme, donc... un peu examen gynécologique aussi, ça se rend en Europe francophone. Donc, c'est là que j'ai plus d'1 million de vues, par exemple. C'est qu'en France, en Belgique, en Suisse, je pense qu'il y a aussi un besoin d'en parler davantage. Oui, puis on y reviendra à ça. C'est un besoin plus qu'un appétit. C'est parce que, selon toi, c'est pas assez connu comme j'allais dire champ d'expertise, là, mais tout le monde peut gagner à être plus informé de sa santé en général, sa santé physique, mais est-ce que tu dirais que la santé sexuelle, c'est parce que c'est tabou, c'est parce qu'au Québec, on a sorti des écoles pendant un long bout de temps, les cours d'éducation sexuelle, c'est pourquoi il y a cet appétit-là?
Oui, parce que c'est tabou, je crois. OK. En lien avec la santé de la femme puis l'examen gynécologique, c'est aussi, je crois, parce que le lien entre le médecin et la patiente, dans ce cas-ci, est vraiment important. En santé sexuelle aussi, c'est des choses qui peuvent être gênantes à parler. L'examen gynécologique est assez intrusif. Donc, la position dans laquelle on doit faire l'examen le rend d'autant plus intrusif que pour l'examen des organes génitaux masculins. Et donc, de bien comprendre ce qui se passe pendant cet examen-là, puis d'avoir quelqu'un qui nous l'explique avec beaucoup de temps, de calme. Moi, depuis mon bureau à la fin de ma journée, par exemple, je pense que c'est vraiment important. Et il y a tout l'enjeu aussi du sexisme médical, du sexisme scientifique historique. Bien, on en subit encore les conséquences, c'est-à-dire que les douleurs de la femme ont longtemps été et sont encore parfois... Ignorées. Oui, ignorées, sous-estimées. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont eu des mauvaises expériences ou alors qui en ont entendu puis qui ont peur de consulter pour parler de sexualité. Et ça s'explique par le fait que longtemps, les médecins ont été des hommes. Et je sais pas, je formule une hypothèse, tu me dis si elle est bonne ou pas. Parce que longtemps, les médecins ont été des hommes, donc peut-être peu ou pas intéressés à comprendre les particularités du corps de la femme. Je pense que ton hypothèse est aussi bonne que la mienne. Ça a été longtemps pas étudié, en fait. En effet, les médecins étaient des hommes, les chercheurs, les scientifiques étaient des hommes en grande majorité. Et quand on faisait des études pour développer des médicaments ou d'autres aspects de la société, on les étudiait sur des hommes et on a considéré que tout ce qui fonctionnait sur un homme fonctionnait sur une femme. Là, quand il y avait des problèmes associés à la gynécologie, on se retrouvait un petit peu dans une impasse parce que là, ça ne fonctionne pas, appliquer les mêmes concepts que pour les hommes. Je pense que le fait que le système reproductif de la femme a été presque sous l'emprise des hommes, sous l'emprise de la religion, où on voulait absolument, si on parle du Québec peuplé, la Nouvelle-France, si on veut, des femmes étaient forcées à avoir des enfants. Donc, il y a ce rapport avec le contrôle du corps de la femme, les menstruations qui sont là, en fait, à cause du système reproductif. Donc, je pense qu'il y a énormément d'aspects historiques qui sont responsables de ça. Puis ça va de mieux en mieux, je pense. Mais il reste encore des femmes qui ont des mauvaises expériences avec le réseau médical. Puis il faut, faut en parler. Encore aujourd'hui, oui? Oui, malheureusement, parce que moi, on dirait que je voudrais pas y croire. J'ai vu à quel point les universités maintenant, pour les programmes de la santé, parle de l'importance de bien traiter les patients, puis justement de traiter tout le monde également, d'écouter les douleurs. J'aurais espéré que les femmes n'aient pas de mauvaises expériences en lien avec l'examen gynécologique ou autre. Mais c'est malheureusement le cas. Quand je fais des vidéos, je vois des dizaines de commentaires. Puis, en tant que professionnel de la santé, on ne veut pas que ça arrive, mais quand ça arrive, je pense qu'on peut, en tant que profession, se poser la question comment faire encore mieux. Et c'est quoi les sujets que tu abordes qui suscitent le plus d'intérêt? Ça a été quoi tes vidéos les plus ce qui fait réagir? J'ai parlé de l'examen gynécologique. Ça, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont peur d'aller voir le médecin parce qu'ils ont peur d'avoir un examen gynécologique. Ça fait réagir. À cause de l'aspect intrusif? Oui, à cause de l'aspect intrusif, c'est un peu gênant. Je sais que moi-même, avant de faire de la santé sexuelle, même encore, je suis un peu gênée, mais je l'étais beaucoup plus avant. Tu sais, il y a aussi la notion qu'on va utiliser un spéculum, dans le fond, qui est utilisé pour observer le col de l'utérus chez toute personne qui se présente pour un enjeu gynécologique, mais ce qui n'est pas le cas. Chez des adolescentes, par exemple, c'est rare qu'on va l'utiliser. Donc, j'essaie d'expliquer ça parce qu'il y a beaucoup de crainte, beaucoup d'anxiété liée à ça. Mais d'autres sujets qui font parler, c'est quand je parle de, notamment de diversité sexuelle et de genre. Parce que moi, je suis dans une clinique, à la clinique L'Actuelle, où on est dans le quartier gay de Montréal. Puis c'est vraiment une clinique où toute personne peut se sentir en sécurité, peu importe son identité de genre, son orientation sexuelle. Et c'est important que dans les cliniques, ce soit le cas. Et parfois, j'explique aux gens comment est-ce que quand j'ai quelqu'un qui est en transition de genre, par exemple, comment je fais pour adapter mon rapport avec le patient ou la patiente pour
qu'il ou elle se sente en sécurité. Et quand je donne des exemples qui sont plutôt des exceptions, mais qui sont quand même importantes, les gens, ça fait réagir souvent positivement, mais aussi négativement. Okay. Et quand je fais du contenu pour montrer comment est-ce qu'on peut avoir une approche inclusive pour les personnes qui sont dans la diversité de genre et sexuelle, les personnes qui ne sont pas dans cette diversité sont parfois choquées, ce qui est un enjeu de société que je trouve intéressant parce que... Ouais, ça fait beaucoup réagir, cette question-là. Oui, ça fait beaucoup réagir. C'est un des enjeux très clivants là, présentement dans cette question gauche-droite. Là. Ouais. Mais moi, je pense qu'en tant que professionnel de la santé, il n'y a pas de débat à y avoir là-dessus. Si moi, j'ai quelqu'un dans ma clinique qui veut, qui est en transition de genre, qui veut que je l'appelle d'un nom différent que celle qui est sur la carte d'assurance maladie ou que j'utilise un pronom qui est différent que, mettons, le sexe qui est sur la carte d'assurance maladie, bien, je vais le faire. On est dans un contexte thérapeutique, puis pour moi, c'est absolument important. Ensuite, le débat peut être assez large, mais pour moi, dans un contexte de santé, c'est primordial. Oui, puis c'est un patient, c'est une question de relation de respect, de relation de soins. Donc, tu travailles à la clinique actuelle, t'es médecin, t'as terminé ton parcours. J'ai terminé il y a 2 semaines. C'est ça, OK, c'est tout nouveau. J'ai eu mon c'est numéro ça. de pratique avant-hier. Wow, félicitations. Merci. Et tu vas travailler dans quel organisme? À la Direction de santé publique de Montréal. Oui. Je vais faire une journée par semaine en clinique OK. parce que le gros de ma pratique doit être en santé publique. Parfait. Dans le secteur jeunesse, OK. donc promotion de la santé des jeunes de 0 à 25 ans. Ça part à la femme enceinte OK. jusqu'aux jeunes adultes. Mais concrètement, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets en place des recommandations pour les politiciens, pour l'aménagement de parcs avec des terrains de sport? Est-ce que Ce serait un magnifique exemple. tu recommandes, je sais pas, aux écoles comment aménager, quel genre de matériaux mettre dans leur classe quand ils font des rénovations pour s'assurer que l'air soit le plus propre possible? C'est quoi? Un autre bel exemple. C'est tout ça? C'est la beauté et la difficulté de la Ouais. santé publique, c'est que, en fait, tout est santé, toute la société, tout ce qui se passe dans la société a un lien avec la santé. Moi, c'est ce qui me fascine. Mais ensuite, quand on arrive en santé publique, ben, on peut pas agir sur tout. Alors, on a certaines priorités. Il y a le plan, le PARI qu'on appelle le plan d'action régional de santé publique que chaque région du Québec a, avec des priorités pour la santé de la population. Donc, la première chose, c'est qu'on utilise l'épidémiologie puis la surveillance qu'on appelle, on surveille des données pour avoir une image de la santé de la population. Puis, on a toujours 2 buts principaux. C'est favoriser le bien-être global des gens et réduire les inégalités sociales de santé. Ça, c'est un sujet qui me fascine parce que... Parce qu'il y a des différences majeures dans l'espérance de vie d'enfants. En tout cas, c'était le cas dans le temps, là, tout dépendant des quartiers dans lesquels ils sont nés. Oui, en effet. Puis à Montréal, par exemple, on sait que les personnes qui vivent dans l'Est respirent de l'air souvent plus pollué. Donc, c'est pour ça qu'historiquement, les personnes plus riches s'installaient dans l'Ouest des grandes villes. C'est un fait de santé publique qui me fascine toujours. Ouais. À cause de la direction des vents, puis Exactement, puis là, ils choisissaient usines. L'emplacement des usines en fonction de ça. Exactement. Et les travailleurs s'installant en bordure des usines, nécessairement, c'est ça. respiraient de l'air souillé ou de l'air toxique. Et donc, comme la pauvreté, mais aussi différentes vulnérabilités de santé est associée à plusieurs conditions de santé, mentale comme physique, comme santé sociale aussi. Donc, nous, on essaie d'aller voir, comme observer la santé de la population, puis voir quelles sous-populations sont plus vulnérables, puis comment on pourrait faire pour les soutenir. Tout comme on a des interventions universelles. Donc, en jeunesse, là, par exemple, on va collaborer avec les centres de services scolaires, avec les écoles, puis on va répondre à leurs demandes. Ça provient souvent de partenaires là, qui nous font des demandes. On travaille aussi, par exemple, sur les changements climatiques, puis comment se préparer à des événements climatiques extrêmes, si on veut. Ensuite, on travaille sur les différents déterminants. On a l'éducation, on a le revenu, le logement, on a l'entourage social.
on a l'accès aux soins de santé. Mais là, mettons, au-delà de constater ce que ces déterminants-là font sur l'état de santé des gens en général, comment est-ce que vous pouvez intervenir, parce que vous ne pouvez pas changer de déterminant, là, quelqu'un qui est né dans la pauvreté ou qui grandit dans la pauvreté parce que tu t'intéresses aux enfants, vous ne pouvez pas d'un coup de baguette magique rendre ses parents riches ou en moyen. C'est vrai. Qu'est-ce que vous pouvez faire à partir du moment où ce déterminant-là est là? Bien, nous, on a peu d'actions directes à la population parce que ça passe beaucoup par des intermédiaires. Les actions directes, ça pourrait être, mettons, une campagne de vaccination, ça pourrait rentrer là-dedans, des campagnes d'information. Mais sinon, on a des rôles de soutenir, de collaborer ou de motiver différents partenaires à agir pour nous, parce qu'eux ont le pouvoir. Donc, on va soutenir des organismes communautaires, on va collaborer avec eux, puis on va essayer de comprendre, bien, c'est quoi vos besoins. On va financer parfois des organismes communautaires, puis on va les soutenir avec l'expertise de santé publique là-dedans. Ensuite, on va collaborer avec les différents paliers de gouvernement, municipal, provincial, principalement. Puis on va leur faire un plaidoyer, si on veut, de certains enjeux de santé importants qui sont dans l'actualité, où on va faire des plaidoyers pour des politiques publiques. Que je donne un exemple typique, la taxation des boissons sucrées, des boissons gazeuses. Donc, nous, pour nous faire une tête sur cet enjeu-là, on va revoir toute la littérature, on va revoir où est-ce que ça a été fait, où est-ce que ça n'a pas été fait, c'est quoi les avantages ou non. Puis il y a comme une grande démarche de réflexion là-dessus. Puis ensuite, on peut, par exemple, rédiger un document ou alors se présenter dans différentes rencontres et encourager les personnes qui ont le pouvoir. Les politiciens. Les politiciens. On va les motiver à, eux, faire le changement. OK. Donc, c'est ça, en amont. Donc, toi, tu es à la fois dans le très théorique, le très méta, d'une certaine façon. Tu n'es pas avec les individus, tu es avec des populations. Oui, dans cette branche de ton travail, mais tu es aussi dans le très concret, dans ton jour par semaine à l'actuel. Est-ce que c'est deux choses complètement différentes? J'imagine très concret, des rencontres un à un avec des patients. Est-ce que c'est ta façon de maintenir un certain équilibre? Est-ce que tu as une de ces pratiques-là qui nourrit l'autre? Ah, mon Dieu, absolument. Puis, ça représente vraiment mon dilemme intérieur, mais aussi ce que j'aime, en fait. Moi, j'adore être avec des patients parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les relations humaines. Mais quand j'étais étudiante en médecine et que je voyais les injustices, tu sais, par exemple, des patients qui étaient malades à cause des conditions de vie dans lesquelles ils étaient. Il y a une phrase en anglais que je traduirai après qui dit « Why treat patients and send them back to the conditions that made them sick? » Pourquoi traiter des patients puis les renvoyer dans les conditions qui les ont rendus malades, quelle que soit la condition. Un logement insalubre ou, tout simplement, un emploi qui n'amène pas assez de revenus. Ça rend malade aussi. Donc, un emploi stressant qui a causé un burn-out ou une dépression. Ben oui, exactement. Donc, sachant ça, moi, je voulais trouver la manière d'avoir un plus grand impact. Donc, d'avoir un impact sur le plus de personnes possible et surtout les personnes qui n'ont pas de voix nécessairement. Et ça, ben, c'est la santé publique qui permet de faire ça. Donc, j'ai sacrifié, si on veut, mon amour pour les patients. En fait, j'ai sacrifié le contact avec les patients pour mon amour pour les patients, mais ça a été très difficile, ce l'est encore. La partie travail de bureau de la santé publique, même s'il est absolument essentiel pour la santé de la population, c'est un beaucoup plus gros défi pour moi que d'être en clinique, mais je le fais par pure conviction, par devoir. Mais de pouvoir garder la clinique, c'est définitivement une espèce de point d'ancrage pour moi, de me rappeler pourquoi je fais ça. D'ailleurs, dans tes patients, c'est des cas quand même, je sais pas si t'en as, j'imagine, il doit y avoir des cas, et là je vais le mettre entre guillemets, mais relativement lourds. Tu sais, t'as parlé de personnes qui ont le VIH, par exemple. Tu sais, c'est annoncer à un patient. As-tu déjà eu à faire ça? Non, j'ai jamais eu à le faire. VIH? Généralement, les personnes qui arrivent dans la clinique parce qu'ils sont référés vont déjà avoir reçu le diagnostic. Parfois,
c'est à la clinique actuelle où on fait un dépistage, ça revient positif. Mais moi, c'est jamais arrivé que j'ai dû le faire. J'ai déjà assisté à une rencontre où le diagnostic a été annoncé. Et puis, c'est vraiment, en effet, délicat parce que c'est un diagnostic qui, à l'époque, était considéré comme un arrêt de mort. Ouais. Parce que le VIH, sans traitement, c'est une maladie létale à 100 %. Ouais. C'est-à-dire que c'est certain que 100 % des personnes sans médicaments décèdent du VIH quand ça devient le stade SIDA. C'est-à-dire que notre système immunitaire rendu au stade SIDA est complètement éteint. Et là, tôt ou tard, on va attraper une infection ou on va développer un cancer. C'est ça, on meurt pas du VIH ou du sida. On meurt de ses conséquences. C'est ça, c'est qu'il affaiblit tellement le système immunitaire qu'on attrape pas un rhume, là, mais une petite maladie, puis c'est ça qui nous... Oui, puis souvent des bactéries, des virus ou des champignons qui vont pas nous infecter, toi et moi. Normalement, qui vont... Tu sais, ça pourrait être même des bactéries de la peau, des champignons sur la peau, tu sais, que nous causent aucun problème. Mais chez quelqu'un qui a plus de globules blancs, qui a plus de manière de combattre, ben ça va les infecter. Donc, comme c'était une maladie ou un virus qui, à une certaine époque, signifiait l'arrêt de mort, on savait pas c'était quoi l'espérance de vie ou on le savait à peu près? Ça dépendait comment ça se développait chez chaque patient, j'imagine? Oui, chez certaines personnes, c'était assez rapide. Ouais, c'est ça. Donc, mais c'était l'arrêt de mort, c'était aussi très stigmatisant. Oui, définitivement. Et là, il y a eu des avancées ces dernières années. Bien, en fait, aujourd'hui, on n'est pas capable de guérir du VIH. C'est-à-dire que le virus va toujours être en nous. Mm-hmm. C'est un peu comme le virus de la varicelle ou le virus de l'herpès. C'est des virus un coup qu'on l'attrape une fois, il va toujours être en nous en dormance un peu. Juste pour dire qu'il y a d'autres maladies pour lesquelles c'est comme ça. Donc, le VIH, on a des traitements aujourd'hui. C'est des traitements qui vont un peu endormir, si on veut, le virus du VIH et qui va complètement le contrôler. C'est-à-dire qu'il va être encore en nous, mais il va arriver au point d'être indétectable dans le sang. Okay, ouais. Donc, ces traitements-là sont extrêmement efficaces. Et c'est-à-dire que la personne ne va subir quasi aucune conséquence de sa maladie. Donc, tout ça pour dire que le diagnostic de VIH, c'est vraiment complexe. C'est plus ce que c'était. C'est plus ce que c'était du tout au Canada. Mais comment c'est reçu? C'est généralement reçu assez difficilement parce que je pense que quand même le trauma sociétal qu'on a vécu, des personnes comme moi qui est née après le début du VIH, j'ai grandi quand même avec cette notion-là que le VIH, c'est extrêmement grave. Ben oui, clairement. Et c'est pas un diagnostic à prendre à la légère, quand même, parce que quelqu'un qui arrête ses médicaments, par exemple, va avoir de graves conséquences. Mais nous, notre rôle, c'est d'informer quand même que, oui, c'est sérieux, mais il faut savoir que les avancées font qu'on a énormément de médicaments aujourd'hui qui permettent de contrôler la maladie. Puis ce qui est important de savoir, il faut travailler sur la déstigmatisation du VIH parce que quelqu'un qui prend bien ses traitements va souvent avoir on appelle une charge virale indétectable, c'est-à-dire que dans le sang, on n'est pas capable de trouver le virus tellement il est bien contrôlé. Et quand c'est comme ça, c'est non transmissible. Okay, wow. On dit I égale I, indétectable égale intransmissible. Et donc, c'est des personnes qui n'ont pas de risque de le transmettre à leur partenaire, par exemple. Mais moi, j'ai souvent des patients en clinique qui me disent que ils veulent pas, ils ont peur de dater, là, tu sais, Ouais, j'imagine. Parce qu'ils ont peur du jugement, des préjugés. Donc, malgré ça, il y a encore des stigmas, des préjugés assez importants entourant cette maladie-là. Comment est-ce que tu l'expliques? Je pense qu'une des raisons, c'est, comme on parlait, le grand traumatisme des années 80-90. Ah oui, nous autres, c'était... Je sais pas exactement dans quelle décennie tu as grandi, là, mais c'était marquant là, au primaire puis à l'adolescente. Mais moi, je travaille avec des médecins qui sont... sur le bord de prendre leur retraite, et notamment le Dr Thomas qui a fondé la clinique L'Actuelle, puis il y avait son collègue Dr Olivier, Dr Charret, en tout cas, que j'admire beaucoup, puis avec qui on a des discussions parfois, et qui me racontent c'était quoi
le début du VIH. Et comme médecin, c'était quoi recevoir des patients et ne pas savoir ce qu'ils avaient, mais savoir qu'elle en décédait? C'était quoi annoncer un diagnostic quand on avait trouvé le virus, sachant qu'on n'avait aucune solution pour ces patients-là? C'est eux qui ont vraiment... qui ont pris en charge les premiers patients, si on veut, puis aujourd'hui, qui continuent avec l'avancée des technologies. Mais bref, je pense que ça a marqué l'imaginaire et que c'est une des raisons que c'est encore stigmatisé. Et l'autre, malheureusement, je pense que c'est lié notamment aux préjugés qui restent envers les hommes gays, notamment, ou envers les personnes non-binaires, la communauté gay. Où, c'est ça, il y a encore des préjugés associés à ça. Parce que ça demeure un virus qui est plus répandu dans cette communauté-là. Oui, au Québec, au Canada, puis dans la majorité des pays occidentaux. Puis la raison, c'est, de un, en ce moment, il y en a plus dans la communauté gay, chez les hommes gays. Donc, veut pas, ça va se transmettre plus à l'intérieur de cette communauté parce que les relations sexuelles anales causent des micro-segments. Puis le VIH se transmet par le sang en grande majorité. Okay. Donc, dans les relations anales, c'est là où il y a le plus de risque d'être en contact avec le VIH. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de transmission que dans les relations vaginales, par exemple. Okay. Par contre, dans d'autres pays, il y a une grande prévalence de VIH, notamment en Afrique subsaharienne, en Afrique du Sud, au Lesotho. Et là, il y a... Une grande prévalence en général? Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont le VIH et là, ça se transmet chez tout le monde. Okay. Donc, ça se transmet, par exemple, d'une femme enceinte à son bébé, si la femme enceinte ne sait pas encore qu'elle a le VIH ou alors si c'est pas bien contrôlé. Moi, j'en ai vu quelques cas quand j'ai fait un stage au Bénin. Et puis, il y a vraiment un grand défi de santé mondiale en lien avec le VIH. L'accès au dépistage pour que les gens le sachent, puis l'accès au traitement ensuite. Et donc, nous ici, par exemple, à l'Actuel, on reçoit beaucoup de personnes qui arrivent au Canada, puis en demandant l'asile ou alors en immigrant, ils doivent faire des prises de sang, notamment pour le VIH. Et là, il y a plusieurs personnes, en fait, qui l'apprennent comme ça. Ah oui? Et là, on doit leur expliquer. Et puis, on les prend en charge ensuite. Mm-hmm. L'équipe de RAD a préparé des questions. Oui, parce que là, quand tu me parles, moi, j'ai de la misère à arrêter. Fait que vas-y. Ben non, mais moi, j'aurais continué. On me rappelle, avant le début de l'enregistrement, que je dois aller aux questions rapidement. Oui. J'ai ignoré le bout rapidement, je te dirais. Mais on va y aller quand même. Ouais, ben moi... Alors, on va écouter les extraits de tes vidéos de TikTok. Avec plaisir. Je vais le répéter le nombre de fois que j'ai besoin de le répéter. La vulve n'est pas censée sentir la tangerine, la rose, le petit bonbon. Une vulve, ça sent une vulve. Je suis déjà en robe de chambre, mais je voulais répondre à cette question-là. La pénicilline est de loin le meilleur traitement pour la syphilis. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête ces temps-ci, mais mon autocritique est dans le tapis. Genre, ça fait 8 fois que je recommence cette vidéo-là parce que je trouve que la manière dont je le dis, puis les mots que je choisis, c'est de la merde. Je me trouve pas belle, j'aime pas mon corps. J'ai l'impression que j'en fais pas assez sur les réseaux sociaux. Je m'en fais aux pommes pour la 28e année consécutive, c'est-à-dire à toutes les années depuis que je suis née. Alors, on se prépare une petite tenue. J'ai 2 choix de veste, j'ai besoin d'aide. J'ai soit un vraiment beau manteau de cuir années 90 que j'ai aussi trouvé dans une friperie. Je suis pas dérangée par la combinaison des 2 rouges. Sinon, j'ai une veste des années 80 vintage que mon ami m'a trouvée dans une friperie, j'en revenais pas. Un beau contraste entre les vidéos, hein? Je m'aime pas. Prépare-toi avec moi. Pour aller au On va parler de la vulve. Oui, c'est ça. Ben, ça montre un peu l'étendue là, de... Tu parles de santé sexuelle, mais pas que. Non, c'est ça. Puis ma page a commencé par un partage de ma découverte de mon style pendant que j'étais à la maîtrise, isolée toute seule chez nous. Puis j'ai découvert que sur TikTok, il y avait une communauté de gens qui partageaient leur quotidien. Ça m'a aidé à briser l'isolement. Donc j'ai souhaité embarquer là-dedans purement pour un processus créatif. Puis avec le temps, ben j'ai trouvé ma voie par rapport à la santé. Ce que j'avais toujours voulu faire, mais je cherchais la manière, le ton de le faire. Pourquoi moi? Bon, mon syndrome de l'imposteur est toujours dans le tapis, comme je le disais. Donc, cette plateforme que j'ai bâtie autour de la mode, finalement, m'a donné
m'a donné la confiance de commencer à parler de santé. Puis encore aujourd'hui, je mélange un peu de tout. Ça dépend des périodes. Hein. Il y a des périodes où je crée plus, d'autres périodes moins, parce que c'est en parallèle de mon travail. Mais ça permet, je crois, à mon contenu de santé d'atteindre des personnes qui n'ont peut-être pas accès autant aux informations de santé ou... Mais c'est ça que je me demandais, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que tu as l'impression que cette espèce de mixité-là te permet d'aller rejoindre des gens qui, si c'était juste quelqu'un qui parle de santé tout le temps, ils se seraient peut-être fermés, mais là, ils ont trouvé une porte d'entrée parce que tu t'en vas aux pommes, puis tu montres les différentes vestes que tu as achetées en friperie, puis, mais pas juste parce qu'ils t'ont suivi pour la mode, mais parce que aussi ils trouvent en toi, de par ces vidéos-là où tu montres différentes facettes de ta personne, quelqu'un de plus sympathique, mettons, qu'un médecin, un scientifique qui ne ferait que parler de santé. Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi? Oui. Puis le fait que je partage un peu de moi, donc j'essaie de déconstruire la vision parfaite qu'on peut avoir des créateurs de contenu parce que c'est un des problèmes des réseaux sociaux, je crois. Donc, en partageant mes difficultés, en me montrant sans maquillage avec mon acné. Je continue d'avoir beaucoup de problèmes d'acné hormonal, en parlant de mes insécurités, de mon anxiété, de mes épisodes plus difficiles. Je pense que ça permet de déstigmatiser certains enjeux que moi, je vis. Puis après, quand je parle d'enjeux que moi, je vis pas, ben peut-être que j'ai l'air peut-être de moins... je sais pas comment le dire. Peut-être que ça permet d'être moins formel. Moins figure d'autorité aussi. Ça humanise la messagère, hein, d'une certaine façon. Puis ça plaît à une certaine partie des gens. Puis moi, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde sur les réseaux sociaux, tant que ce soit pas violent ni dangereux ou que ça crée de la désinformation. Un coup que c'est mis de côté, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Parce que c'est pas tout le monde qui a envie de se faire donner le contenu de la même manière. Donc, moi, je pense que j'amène quelque chose de différent pour une médecin. En tout cas, c'est moins fréquent qu'il y ait un rapport plus personnel, parce que moi, j'aime ça, faire ça comme ça. Mais ceci dit, on a besoin de personnes qui amènent le message de toutes les manières possibles. Mais il y avait une question là, rattachée aux vidéos qu'on a écoutées. On en a parlé. Mais non. Non, c'est moi qui t'ai amené sur autre chose. On en a parlé un peu, mais quel type de vidéo obtient le plus d'écho? C'est les vidéos où je fais une simulation. Donc, dans le fond, je fais semblant que je suis en train de parler à un patient. Je regarde la caméra comme si la personne qui m'écoute, c'est mon patient. Puis là, je pose des questions comme si... Vraiment, j'avais un patient, je pose le même genre de questions, puis j'attends un petit peu, comme si la personne me répondait. Puis des fois, je fais une simulation de l'examen physique puis du traitement jusqu'à la fin. Pourquoi tu penses que ça obtient autant d'écho? Je pense que ça revient à ce qu'on disait, là, un type de contenu moins formel où je fais pas juste dire aux gens, expliquer c'est quoi la syphilis. Je reçois un patient comme si c'était la personne qui m'écoute, puis je dis « Ah oui, pourquoi tu viens me voir? OK, tu as une lésion sur ton pénis. » Puis là, je dis les vrais mots. Déjà, ça, je pense, ça vient capter l'attention. OK, là, je pose des questions. À quoi est-ce qu'il faudrait penser? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça fait mal, etc.? Puis, ça permet un petit peu de montrer aux gens comment moi, je chemine dans ma tête aussi. Puis, je pense que c'est pour ça. Est-ce que tu as à les censurer, les vrais mots? Ouais, ça, c'est un enjeu. Au début... en fait, il y a 1 an ou 2 ans, j'avais aucun problème avec le fait de dire pénis, vulve, vagin, sexe, on va dire. Mais de plus en plus sur TikTok, en tout cas, je vois un problème, c'est-à-dire ça m'est arrivé plus qu'une fois. Ça fait 2 heures que j'ai publié le vidéo, puis j'ai 40 vues, disons. Là, je dis, bon, le lendemain, je suis encore à 40 vues. Je dis, bon, puis en effet, je suis en contact avec TikTok Canada, puis... je pense que la personne avec qui je suis en contact est vraiment consciente que c'est difficile pour eux, en fait, de trier. Ils essayent de choisir les mots qui pourraient être vulgaires, violents, etc. Sauf que ça rend ça difficile pour les professionnels de la santé ou sexologues ou peu importe qui a envie de parler de ça. Parce que
Comme j'avais dit dans une autre vidéo, je vais pas commencer à dire houha ou zizi à la place de pénis, bon, parce que c'est justement un problème. C'est comme d'hypersexualiser les organes génitaux, alors que moi, je veux parler de leur santé. Oui, c'est ça, du vrai nom de la partie du corps. Oui, c'est une partie du corps comme une autre. Ouais. Prochaine question de l'équipe de RAD. Quel problème de santé publique est le plus urgent au Québec? Là, c'est quel... On peut-tu mettre un S à quel, puis un S à problème? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Fait qu'il va falloir... commence par le numéro 1, puis après, si tu veux me donner un top 3, un top 5 ou un top 10. Et Seigneur! Un top 150. Top Alors, mesdames 100. et messieurs, s'il vous plaît, allez mon vous chercher top- du popcorn. C'est ça. Voici mon top 150 des problèmes de... Oh, je pourrais, là. Mais je dirais, la pauvreté, c'est que ça englobe tout. Mais si j'avais pu en dire 2, j'aurais dit l'accès au logement puis l'accès à l'alimentation. Parce que, tu sais, la pyramide de Maslow, là, on parle des besoins essentiels qu'on doit combler pour être capable ensuite de s'épanouir. Il y a certains de ces besoins essentiels animaux, qui sont considérés comme des biens économiques, des biens privés. Les marchandises. Oui, alors que ce sont des besoins vitaux pour être en santé puis pour être en vie, point. Ceci dit, je le sais que c'est extrêmement complexe comme enjeu. J'ai pas la prétention de dire on claque des doigts, tout le monde a une maison. Là. Bon, je le sais. Et c'est pour ça qu'on a besoin de travailler avec des professionnels. C'est juste la manière de considérer l'alimentation comme étant un bien qu'on s'achète. Puis la même chose pour le logement. Le logement qui est même dans une certaine mesure devenu un bien spéculatif. Oui, en effet. Puis c'est sûr que les circonstances sont extrêmement complexes pour l'alimentation, là, avec la mondialisation, l'importation de produits, le fait que chaque région se spécialise dans certains produits, puis on a besoin de tous les partager. Donc, c'est très complexe, mais je pense qu'il y a une problématique importante actuellement quand les personnes n'ont pas l'argent ou n'ont pas les circonstances sociétales pour bien s'alimenter, puis pour avoir un logement qui est minimalement salubre. Puis, Juste un logement, des fois. Juste un logement, point, là, c'est certain. Bien, c'est difficile de s'attendre à ce qu'ils soient en santé pour le restant de leur vie. Donc, on a besoin de commencer. Je pourrais amener l'accès à l'éducation là-dedans. Moi, je pense que la lutte pour la démocratisation d'une éducation publique de qualité, c'est un enjeu de santé publique. Et tout ça, ça tourne autour de l'argent. Bon, parce que quand on a beaucoup d'argent, c'est rarement un problème de s'alimenter, d'avoir un logement et puis de, par exemple, d'avoir... S'acheter des médicaments quand on en a besoin. Oui, etc. C'est pour ça que je mets l'argent en premier. C'est le principal déterminant de la santé parce qu'il est associé à tellement d'autres. Donc, est-ce que ça part d'un emploi avec des conditions de travail qui nous permettent d'avoir assez d'argent pour du moins subvenir à nos besoins? Par un revenu minimum garanti, il y a énormément d'options. Puis en santé publique, on ne va pas dans une seule avenue. On explore les différentes possibilités. Puis en collaborant avec différents partenaires, on voit comment on peut faire avancer les choses. Mais moi, l'enjeu qui me préoccupe le plus en ce moment est davantage du point de vue social que dans les soins de santé. On a beaucoup d'enjeux, par exemple, avec l'attente pour un médecin de famille, l'attente dans les urgences. Ça, j'en suis entièrement consciente. Puis c'est un enjeu qui me fait peur aussi. Mais je pense que si, en plus, on amène le focus sur les situations qui amènent les personnes à consulter, moi, en fait, je veux enlever de la job aux urgentologues, par exemple. On va peut-être avancer plus lentement, mais on va aller plus loin. Ça, c'est certain. Tu as parlé de l'éducation comme d'une composante de la santé publique. Il y a une affaire que j'ai entendue souvent à travers les années. Je sais pas si c'est vrai, tu me le diras. Et si c'est vrai, tu m'expliqueras pourquoi. Mais j'ai souvent entendu qu'un dollar investi en éducation sauvait 10 $ en santé. Est-ce que... Oh, ça se peut bien. Je connais pas la donnée, sauf que je peux dire avec presque certitude que $1 investi en éducation sauve plus qu'$1 en santé.
Et pourquoi? C'est quoi la cause à effet? Ça, on pourrait en parler pendant, alors, 1 heure et demie. Mesdames et messieurs, votre deuxième appel pour aller vous chercher du popcorn. Non, mais... Une fois qu'on aura fini le top 150 des enjeux de santé publique. C'est ça. Non, mais ça viendra après, là, parce que là... En tout cas, l'éducation a un rôle sur plusieurs autres déterminants de la santé, comme sur des aspects plus directs avec la santé, c'est-à-dire juste l'éducation à la santé. Donc, l'éducation nous amène à un esprit critique d'abord pour comprendre comment bien prendre soin de notre santé. Quand on reçoit de l'information, comment savoir si c'est vrai ou pas, ou comment l'interpréter pour l'adapter à nous, par exemple. La littératie en santé qu'on appelle a vraiment un impact sur la santé. Ensuite, il y a aussi un lien avec les habitudes de vie. Je donne un exemple. Quand on a une certaine éducation, généralement, c'est associé à un meilleur salaire, ce qui fait qu'on peut vivre dans un endroit où il y a plus d'arbres et plus de pistes cyclables et plus d'infrastructures sportives, ce qui fait qu'on bouge plus. En plus, on a un travail, on n'a pas besoin d'avoir 3 emplois en même temps, ce qui fait qu'on a le temps pour faire ça. Puis on a de l'argent pour faire garder nos enfants, ce qui fait qu'on a le temps de faire du sport puis qu'on est plus en santé. Ça, c'est un des chemins. Ouais. Il y en a plusieurs autres. Avoir grandi dans un environnement où on mangeait sainement, par exemple. Donc, l'éducation, ce qu'on mangeait à l'école, à quel point on pouvait bouger à l'école, à quel point on a eu des amis, notre socialisation à l'école, ça joue sur la santé. Après, ça passe souvent, en effet, par l'emploi, là, par la suite. OK. Prochaine question, des amis de RAD. Quelle tendance TikTok t'inquiète le plus en tant que médecin? Ça, c'est bon, ça. Je vais prendre une gorgée avant de répondre à ça. C'est parfait, moi aussi. On m'a dit que j'avais le droit de prendre des bonnes gorgées, même si ça fait du bruit, parce que ça va être édité. Oui, ça, c'est certain. Puis en plus, c'est un excellent exemple pour les gens qui nous écoutent. C'est important de s'hydrater, n'est-ce pas? Oui. Okay. Alors, par contre, puis ça, c'est une chose qu'on entend sur TikTok, il faut boire 5 litres d'eau par jour. Bon, c'est peut-être pas 5 litres qu'ils disent, là. Ça, c'est pas vrai, là. Ça, c'est un mythe. Okay. On n'a pas besoin de boire 5 gourdes d'influenceurs. Ouais. J'exagère, là. Mais j'en ai justement parlé à une amie l'autre jour qui disait, elle était dans un objectif de meilleures habitudes de vie, puis elle incluait boire, mettons, 3 litres d'eau par jour là-dedans. Puis je disais... boire de l'eau, je suis vraiment d'accord avec toi, mais à la place d'avoir une quantité, on a des organes qui s'occupent de réguler la quantité de volume dans notre corps, c'est les reins. Donc, tu as juste besoin d'amener assez d'eau à tes reins pour être capable de maintenir le volume de sang dans ton corps. Mais c'est quoi assez d'eau d'abord, si c'est pas une quantité précise? C'est assez d'eau pour répondre à ta soif, parce que la soif, c'est le mécanisme qui nous permet de savoir quand boire. Et ça, la soif, c'est quand on a plus assez de volume dans notre sang. C'est détecté, entre autres, par les reins. On va produire moins d'urine. Ça, c'est un autre bon indice. Ça va nous donner soif. On va vouloir boire. Donc, la soif. Ensuite, la quantité d'urine puis la couleur des urines. Si tu fais pipi juste une fois par jour puis que c'est jaune-orange, peut-être que c'est un indice que tu bois pas assez. Pas peut-être. C'est un indice qu'il faut boire plus. Puis ensuite, s'il fait très chaud, tu as sué beaucoup, si tu as fait beaucoup de sport, c'est un indice pour boire plus. Mais écouter son corps, c'est généralement suffisant en termes de consommation de liquide. Mais le message, c'est de privilégier l'eau plutôt que n'importe quel autre liquide. Okay. Moins d'alcool, moins de boissons sucrées, plus d'eau. Puis l'eau du robinet, c'est-tu bon, ça? Oui, absolument. On est extrêmement chanceux au Québec. On est très privilégié d'avoir de l'eau gratuite qui ne produit pas de plastique, avec des bouteilles qui sortent au bout de notre robinet. Alors moi, je vous dis, buvez de l'eau du robinet sans crainte. Sauf s'il y a un avis d'ébullition. Mais la seule exception, ce serait ceux qui ont des vieilles tuyauteries qui peuvent avoir du plomb. Mais ça, il y a un petit filtre qu'on peut mettre au bout du robinet, par exemple, pour régler le problème. Est-ce qu'il y avait une autre tendance? Oui, c'est ça. J'ai pas répondu vraiment à la question parce qu'on s'est mis à parler d'eau. Mais la désinformation, ça m'inquiète un peu. Là, on parle de quelque chose qui est banal, qui est de boire beaucoup, beaucoup d'eau. Si on boit
beaucoup, beaucoup d'eau, à part si c'est des quantités astronomiques, nos reins vont juste nous faire uriner plus. Donc, c'est pas vraiment grave parce qu'on a un organe qui va venir contrôler ça. Mais il y a d'autres enjeux de désinformation qui peuvent être plus dommageables pour la santé. Puis ces temps-ci, je perçois beaucoup de colère sur les réseaux sociaux en lien avec la santé de la femme. Puis je comprends cette frustration-là parce que les enjeux de santé liés, par exemple, au cycle hormonal sont encore pas aussi bien compris que d'autres enjeux de santé. Donc, ça a été sous-étudié par le passé. Et puis, c'est aussi d'une complexité incroyable. Les hormones féminines là, vont varier à l'intérieur d'un mois de manière importante. Et c'est des hormones qui ont un impact beaucoup plus large que juste l'utérus puis le cycle menstruel, si on veut. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent soit de douleurs, soit de symptômes prémenstruels, puis qui ont de la difficulté à avoir une solution à leurs problèmes. Par contre, ça amène parfois des discours qui frôlent un peu la désinformation, si on veut, c'est-à-dire des conseils médicaux provenant pas de professionnels de la santé, où on partage notre histoire, ce qui nous est arrivé, comment nous, on a été traités, en disant aux gens que c'est comme ça qu'ils devraient être traités. Ce que tu veux dire, dans le fond, c'est... par exemple, une femme qui souffrait de crampes importantes, puis là, elle est tombée sur quelqu'un qui a recommandé telle tisane, et là, tout à coup, elle n'a plus de crampes importantes, et là, oui, elle dit à tout le monde que c'est le remède miracle. Par exemple. Sauf que parfois, c'est vraiment... elle est allée voir un médecin, elle a été diagnostiquée, elle a eu le bon traitement, puis ça va super bien. Ça, c'est parfait. Elle partage son histoire, ça, c'est parfait. Mais en disant aux gens que si ils se sont pas fait diagnostiquer avec la même chose, ça a probablement été une erreur. Puis il faut pas qu'ils prennent tel traitement, il faut qu'ils poussent auprès de leur médecin pour avoir tel autre traitement. Ce diagnostic-là et avoir tel autre traitement. Pour donner un exemple. Donc, quand on reçoit des conseils personnels sur les réseaux sociaux, il faut toujours avoir un signal d'alarme parce que les professionnels de la santé, on n'a pas le droit de faire ça. Et dès que ça s'approche de « tu devrais faire ça », j'ai vu quelques sages-femmes faire ça aussi. Tu me dis que tu as telle situation, ça doit pas être grave. Qu'est-ce que tu me dis que tu es inquiète de telle chose? Je pense que c'est ça, puis tu devrais prendre ça. Quand c'est sur les réseaux sociaux et que c'est pas un contexte thérapeutique, il faut toujours le prendre avec un grain de sel, si on veut. OK, parfait. Prochaine question de l'équipe. Alors, on va écouter un extrait d'une de tes récentes vidéos TikTok. J'ai fini ma résidence! Je termine 10 ans d'université, 5 ans d'études en médecine, 5 ans de spécialisation en santé publique et médecine préventive. J'ai fait 64 cours universitaires, 53 stages. J'ai fait une vingtaine de congrès. J'ai eu la chance d'apprendre de populations à travers le monde, au Bénin, en Slovénie, au Panama, dans 3 communautés autochtones du Québec, à Wimotashi, Puvirnituk et Saluit. J'ai été dans la première équipe d'enquêteurs de santé publique à Montréal. J'ai pu apprendre, faire des projets à la direction de santé publique de Montréal, la direction de santé publique de Laval, la direction de santé publique du Nunavik, le ministère de la Santé du Québec, le ministère de la Santé du Panama. Et tu joues aussi de la clarinette depuis 10 ans dans un orchestre. Alors, notre question, crois-tu que tu peux alimenter l'anxiété de performance de tes abonnés? Mais quelle bonne question. Oui, et j'essaie très fort de pas le faire. Oui. Parce que c'est vrai qu'en partageant ce que je fais, il y a des gens qui pensent que je suis toujours en train de travailler, puis toujours de bonne humeur, parce que généralement, je suis de bonne humeur sur mes vidéos. Mais c'est tellement pas le cas, comme vous comprenez pas le nombre de jours où je suis couchée sur mon divan en train de pas être capable d'arrêter de regarder des vidéos, où je suis juste anxieuse, pas capable de me lever. Mais c'est pour ça que je partage le fait, par exemple, que j'ai de la difficulté à faire le ménage, puis c'est presque toujours bordélique chez moi. Je suis encore gênée d'en parler, mais c'est ça c'est un de mes défauts. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui reçoivent ça puis que ça leur fait du bien. Oui, j'imagine. Ça normalise un comportement. C'est ça. Je me force des fois à le partager, puis je le fais peut-être pas assez parce que j'ai beaucoup de moments de pause, de temps mort. Puis il y a beaucoup de moments où je suis pas productive, puis où je devrais faire quelque chose, puis je le fais pas, où je suis
paresseuse, puis ou une fin de semaine, je veux dire, je vais me lever à midi ou je vais dormir 12 heures, je vais faire une sieste, je sais pas. Je nomme des choses qui sont parfaitement normales, mais que, bon, c'est normal que je vais peut-être pas vlogger ma sieste, mais je vais vlogger ma journée où je vais en studio, puis où je vais jouer de la clarinette, puis bon, peu importe. C'est absolument un risque, puis j'en suis consciente. Mais je travaille là-dessus. C'est la beauté des réseaux sociaux, c'est de pouvoir montrer un côté imparfait de nous. Ouais. Mais sachez que j'ai des moments où je fais rien. Ceci dit, c'est pas souvent ce côté-là qui se fera un chemin jusqu'aux réseaux sociaux. Là. C'est souvent l'inverse qu'on a tendance à faire. Là, mais... Et ça provient aussi d'une anxiété de performance, souvent des créateurs de contenu. Moi, j'en ai une anxiété de performance où... c'est rare les jours de ma vie où il n'y a pas une voix qui me dit que j'en fais pas assez. En faisant l'entrevue, moi, il y a une voix dans ma tête qui me dit que je réponds pas correctement. Puis que, ça va. Je peux en rajouter une, puis ça va très bien. C'est ça. Mais merci. Donc, je pense que cette anxiété de performance nous amène parfois à créer du contenu sur ce qu'on fait et non sur ce qu'on fait pas. C'est parfois difficile de montrer ce côté plus vulnérable de nous. Ouais. Mais c'est en effet un élément à garder en tête pour tous les créateurs de contenu, même pour tout le monde en général. Oui. Et il y avait une sous-question. Est-ce que la société de performance crée des problèmes de santé publique? Oh oui, c'est certain. Le stress, la dépression, le burn-out. Oui. Et, tu sais, tout est lié à tout, là, mais le stress a des impacts non seulement sur la santé mentale, mais sur la santé physique, sur les maladies cardiovasculaires, sur même certains cancers. Donc, ça peut être un des aspects. Ensuite, quand on est très stressé, très performant, puis qu'on a un enfant, est-ce que ça peut avoir des impacts sur l'enfant, sur son stress? En tout cas, il y a mille et une explications qui vont être différentes pour chaque personne. Mais c'est un enjeu, oui, de santé publique. Puis on voit vraiment une augmentation de la prévalence de dépression puis de troubles anxieux qui commencent de plus en plus jeunes. C'est important de s'attarder à ça. C'est dû à quoi, tu dirais? Ouais, les facteurs sont multiples, j'imagine. Le fait qu'on glorifie un peu la performance, le travail acharné, on glorifie le fait de ne pas beaucoup dormir la nuit. Moi, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Je suis toujours gênée de le dire parce que ça paraît tellement bien de se lever à 5 heures du matin puis de dormir 5 heures puis de se réveiller en pleine forme puis d'aller s'entraîner puis après ça, de travailler toute la journée puis de ne pas regarder la télé puis de... Bon, en tout cas... Ça, c'est très glorifié, puis j'en parle, puis moi-même, je glorifie ça dans ma tête. Je pense que ça mène à, parfois, arrêter d'écouter les signaux de notre corps, ce qui peut avoir un grand impact sur notre santé mentale puis notre santé physique. Alors, on va passer à la prochaine question. Très bonne idée. De l'équipe. Dans les commentaires sous tes vidéos sur TikTok, il y a beaucoup de femmes qui disent « Si seulement mon ou ma médecin était comme toi ». D'un, ça doit te flatter. Mais qu'est-ce que ça te dit sur la manière dont sont traitées les femmes dans le système de santé? Mais ça me flatte pas, ça me fait de la peine. Je suis pas à l'aise avec ces commentaires-là parce que quand je fais des vidéos, c'est parce que j'ai fini ma journée de travail puis je prends du temps, beaucoup de temps. Puis je me dis, je vais expliquer tout ce qui pourrait être à savoir là-dessus. Alors que la réalité de la majorité des médecins n'est pas la même. Dans un sans rendez-vous, par exemple, moi, j'ai de la difficulté à rentrer dans le temps. Puis un de mes défauts comme médecin, c'est de faire attendre les patients en dehors de la salle parce que je prends trop de temps avec les patients dans la salle, ce qui est frustrant pour les patients à l'extérieur, ce qui les fait attendre. Peut-être que je vois moins de patients que d'autres médecins. Bon, je veux nuancer quand même le fait que, oui, j'ai beaucoup de temps dans mes vidéos pour... avoir une bienveillance, une très grande bienveillance. Par contre, ça me montre quand même qu'il y a du travail à faire en lien avec la santé de la femme, tout particulièrement. Ça me surprend toujours un peu d'entendre ces commentaires-là, mais ça me montre qu'il y a énormément de femmes qui ne se sentent pas écoutées puis qui ne se sentent pas soutenues par le réseau de la santé. Et puis, il faut continuer donc d'agir au niveau de la formation des étudiants en médecine, de l'organisation des soins, de la recherche scientifique pour la santé de la femme. Est-ce qu'ils vous en parlaient de sexisme médical, vos profs, quand tu étudiais? Ça a peut-être été abordé, mais c'est pas un point qui m'aurait marqué, en tout cas. Okay. Moi, c'est surtout par les témoignages des gens que
que je m'en rends compte. OK, donc il y a encore, même si on se dit, il y a de plus en plus de femmes médecins, d'ailleurs, il y a plus de femmes médecins que d'hommes, il y a encore du travail à faire là, dans la formation des médecins sur ces questions-là. Écoute, c'est une question bien complexe, celle-là, parce que je pense qu'il faudrait regarder bien les curriculums et tout ça. Ceci dit, je pense qu'il y a vraiment un effort qui est fait au niveau des facultés de médecine d'humaniser la profession de médecin. Mais je vois que dans les faits sur le terrain, il y a encore du travail à faire. On avance. Prochaine question. Notre petite habitude au balado, c'est de terminer l'entretien avec des questions en rafale. Ça veut dire qu'il faut que je réponde pour vrai de manière succincte. Exact. Qu'on qualifie ici de pour le moins varié. Les fameuses questions en rafale. On y va. Es-tu à l'aise de dire combien tu gagnes? Oui, Seigneur, c'est dur de répondre. Oui. Oui, t'es à l'aise? Oui. Alors, je vais enchaîner avec la question qui n'est malheureusement pas écrite ici, mais combien tu gagnes? Bien, comme résidente, parce que là, j'ai pas commencé à gagner un salaire de médecin. Comme résidente, j'ai commencé à 45 000 par année. Ça a augmenté de 5 000 par année. Donc, j'étais dans les 72 000 vers la fin de ma résidence. Je sais pas combien je vais gagner comme médecin, mais ça devrait être entre 150 et 250 000, mais probablement autour de 200 000 par année. OK. Je gagne presque rien avec les réseaux sociaux. Non? Il n'y a pas de revenus sur non, mais puis c'est rare que je fais des partenariats pour des enjeux éthiques, mais quand j'en fais, oui, là, j'ai un petit revenu. Okay. Et 200 000, j'imagine, on est moins payé à la santé publique qu'en clinique? Oui. Oui, OK. Puis ça t'as pas tenté d'inverser le ratio, d'aller faire 4 journées de clinique puis une journée de santé publique? Non, parce que je pense que c'est important. Parce que t'es pas là pour le salaire? Non. OK, non. Parfait. Deuxième question, ta couleur préférée? Orange. Orange. Toi, t'aimes ça, les couleurs? Hein? Oui. Beaucoup, tout le temps? Oui, mais je pense que j'ai pas le droit de m'éterniser. Là. Non, mais c'est moi qui s'éternise, c'est moi qui décide, c'est moi l'animateur. Mais oui, j'aime toutes les couleurs. Sauf le gris. Ça t'arrive-tu de t'habiller en noir au complet? Dans mes concerts d'orchestre, à ma grande déception. Faut que je m'habille tout en noir. Je comprends, d'accord. Ton opinion la plus controversée? Il faut qu'on continue de démocratiser les pronoms. OK. Parce que le fait que sur un formulaire, on me demande mon pronom alors qu'on ne me le demandait pas avant, ça m'enlève rien à moi, mais ça donne des droits et ça donne un environnement sécuritaire et sain pour des personnes qui étaient auparavant beaucoup plus ostracisées. Et ça, c'est controversé? Malheureusement, c'est controversé. C'est controversé. Le fait qu'on dise parent à la place de père ou mère, il y a beaucoup de personnes qui sont offensées par ça. Moi, je le suis pas. Je pense que c'est très positif. Ça, c'est controversé, puis c'est dans la même veine. Parfait. Ton plus gros échec? Ne pas avoir pensé à ma santé mentale avant. Parce que tu vois, quand tu m'as demandé mon plus gros échec, la première chose qui m'est venue en tête, mais c'est pas mon plus gros échec, c'est ma dépression en première année de résidence qui m'a fait arrêter 3 mois. Okay. C'est pour ça que j'ai terminé en septembre plutôt que le 1er juillet, qui est la date de début puis de fin de résidence d'habitude. Mais c'est pas un échec, ça. Pour moi, c'est une grande réussite d'avoir reconnu que j'avais une dépression, d'avoir été capable d'arrêter, d'avoir eu de la thérapie, des médicaments, puis de m'être remise sur pied, puis d'avoir eu des hauts et beaucoup de bas pendant ma résidence, d'avoir dû prendre des journées de maladie pour des raisons de santé mentale. Pour moi, ça, c'est une réussite. Mais spontanément, c'est ça qui me vient en tête en disant « j'ai pas été aussi productive que j'aurais pu. J'ai pas fait 5 ans, j'ai fait 5 ans et 3 mois. » t'sais. Mais je pense que mon échec, c'est plutôt de pas l'avoir reconnu avant. Parce qu'avec la rétrospective, je pense que j'étais pas loin de la dépression en première année de médecine, de mes études en médecine aussi. Puis j'étais bien dans le déni, là, je pense. D'avoir juste perdu 3 mois, c'est quand même une grande réussite aussi. Là. C'est une certaine forme de pression de performance. T'as réussi ta dépression, est-ce que... Oui. Ah non, mais je le vois vraiment pas en termes de temps. Pour moi, ma réussite, c'est d'avoir arrêté, puis d'avoir reconnu ma dépression, puis de l'avoir prise en charge. Ça aurait été tout autant de réussite, même si ça avait pris 9 mois. Et là, j'aimerais juste
préciser et spécifier que là, ça, c'est toute une autre porte là, qui vient de s'ouvrir, Oui. dans laquelle j'aurais aimé m'engager et te parler de ça et savoir si tu vas mieux et savoir Je vais très bien. à quoi c'était dû et ce que tu as appris de tout ça. Mais malheureusement, on est engagé dans les questions en rafale. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que le temps presse. Oui, ce sera pour une prochaine fois. Voilà. Ta santé mentale ces temps-ci sur une échelle de 1 à 10. 7. Parce que j'aurais dit 10 parce que je me sens heureuse, je me sens bien, je suis dans une bonne période de ma vie, mais la transition entre la résidence puis la pratique me stresse énormément. Ah oui. Donc, je suis juste un petit peu trop stressée pour dire 9 ou 10. Ta plus grande dépendance. Le sucre et le café. Mais le café, moi, je bois du café noir. Fait que il y a peu ou pas de calories, puis il n'y a pas de sucre, puis il n'y a pas vraiment de risque de surdose, en tout cas. Ayant fait des recherches, je suis pas vraiment à risque. C'est juste que, bon, j'aime pas ça quand j'ai pas de café le matin. Mm-hmm. Mais le sucre, par contre, ça je sais que c'est pas bon. Puis j'aime les jujubes. Il faudrait que j'arrête, éventuellement. Moi aussi, je pense que je suis un petit peu dépendant à ça, mais OK. il faut arrêter comme complètement. Ben, je pense que c'est une question de dosage puis de balance. Mais la dépendance, c'est quand on perd le contrôle sur un comportement. Puis à la base, c'est quelque chose qui peut amener des problèmes autant psychologiques, mais quand c'est des choses qui sont moins bonnes pour la santé physique aussi, manger trop de sucre libre à long terme, c'est intimement lié au diabète, par exemple. Mais question de dosage. Prochaine question, là, ça casse un peu de ton, là, mais chlamydia ou gonorrhée? Oh! Aucune des deux. Mais je vais dire... oh, mais là, je peux pas choisir. C'est deux belles bactéries, là. Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae. Je sais pas, là. Y en a-t-il une qui est moins pire que l'autre à avoir? Ben, généralement, la chlamydia donne moins de symptômes, mais la chlamydia touche plus de personnes. Les deux se traitent super rapidement. Bon. Je vais dire chlamydia. La gonorrhée a plus de résistance aux antibiotiques. Ah, OK. On y va pour chlamydia, c'est plus facile. Elle est pour chlamydia. Voilà, OK. Pour ou contre le privé en santé? Dernière question. Contre? Malheureusement, je suis contre parce que bien que ça plaise à l'esprit, que le privé puisse désengorger le public, c'est faux. La littérature l'a montré. J'ai eu, là, ce sera pas une rafale, je vais prendre 1 minute de plus, mais j'ai eu un cours d'économie de la santé, un cours de système de santé et d'administration des soins de santé. La littérature a montré que quand on essaie d'avoir 2 vitesses en santé, ça enlève au public parce qu'on a un seul bassin de ressources. Donc, oui... Par ressources, tu veux dire médecin, Par ressources, on veut infirmière. dire ressources humaines, ressources financières, mais bon, surtout ressources humaines puis ressources matérielles. Donc, les personnes qui vont aller travailler au privé ne vont pas être au public. Le matériel qui va être au privé ne sera pas au public. Donc, c'est un faux bon concept, malheureusement. Mais c'est une question de valeur. Moi, ma valeur principale en lien avec la santé, c'est l'équité. Et c'est la valeur centrale du système de santé canadien, qui est un système de santé basé, fondé, fait pour que, peu importe ton statut, tu aies les mêmes soins. Est-ce que ces soins sont parfois sous-optimaux? Oui, mais ils sont sous-optimaux que tu sois une personne en situation d'itinérance ou un millionnaire, on va dire. Parfois, ça peut être perçu comme étant injuste, puis je le comprends. Mais si on va vers la privatisation, c'est certain qu'on va causer des inéquités. Et moi, c'est ma valeur centrale. Et en fait, c'est une bonne question parce que ça me tient extrêmement à cœur, puis ça m'inquiète. Mais la société doit prendre une décision de valeur entourant le système de soins. Mais en même temps, tu dis, si on va vers la privatisation, je veux dire, il est déjà en partie privatisé. Et donc, ça nuit déjà au système public. Okay. Mais ceci dit, je sais qu'il y a énormément amélioré. C'est juste que je pense que, en fait, je sais que si on veut garder nos valeurs d'équité dans le système de la santé, on ne peut pas aller vers cette option-là. Il faut se concentrer sur toutes les autres. Mm-hmm. Mais je trouve que ça conclut très bien cet entretien parce que ça parle de valeurs et de santé. Oui. Je pense que c'est au centre de ta pratique. Et moi, je vais finir par une question pour toi. Oh, OK. Qui a parlé plus, mon père ou moi? Ah! Ça, c'est une très bonne question. Mais premièrement, ça avait duré 9 minutes de plus, ton père. Ouais! Parce qu'il y avait un petit peu plus de temps, donc je m'étais permis de déborder un peu. Mais
Je sais pas, là, dans la longueur des réponses. Parce que quand mon père, il me dit qu'il est capable, mettons dans la Formule 1, quand la course arrête à cause de la pluie, il est capable d'improviser pendant 1h30 pour remplir du contenu, je me suis toujours dit, quelque part, me semble, moi aussi, je serais capable. Tu sais, c'est que quand on me parle, moi, je peux parler pendant des heures, fait que c'était pour ça la question. Oui, et donc, ça te ferait plaisir de savoir que tu as peut-être parlé plus que lui? Ben non, en fait, non, pas vraiment. J'essaie de me contrôler des fois puis d'être plus succincte. Parce que je trouvais que tu partais, là, tu avais toujours quelque chose à dire, toujours quelque chose à rajouter. Si on me le demande, je vais... Oui. Je veux dire, j'ai pas eu à travailler très fort. Dans la vie, je vais écouter, là, je vais pas faire ça dans des groupes d'amis. Là, mais si on a besoin de moi pour parler, je veux dire, je vais être là. Et c'était ce dont on avait besoin aujourd'hui, de toi pour parler. Oui, mais mon père et moi, vous nous invitez les deux, puis on va vous remplir du temps. Ça revole? J'ai-tu besoin d'être là? Parce que je pourrais peut-être prendre une journée off. Il pourrait s'asseoir là. Ouais, puis, un petit congé, puis... Absolument. Ça devrait être pas pire, ça. Mais j'ai eu autant de plaisir, en fait, avec ton père. Ah, ça, c'est la bonne réponse. Non, mais c'est vrai. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ton père. J'ai eu beaucoup de plaisir avec toi aussi aujourd'hui. J'ai trouvé ça super intéressant, en fait. Le plaisir était partagé. Bon, ben parfait. Merci d'être venu. Merci à toi. Et voilà, c'était un autre épisode du Balado de Rad. On se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain. Le Balado de Rad, c'est le premier vendredi de chaque mois sur l'application Audio. Et c'est disponible 2 jours plus tard, le dimanche, en version vidéo, sur la chaîne YouTube de RAD. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire info@rad.ca. Je voudrais remercier l'équipe derrière ce balado, à la réalisation Mathieu Waddell et Rachel Delfonte, à la conception-rédaction Justine Grenier, à la captation sonore Guy Charbonneau, à la captation vidéo Mathieu Lavoie et Sébastien Godette, au montage David Valiquette, aux effets spéciaux Danny Giroux et notre chef de pupitre, Mélanie Julien. À bientôt!